C'est par un pèlerinage à Douaumont que le général de Gaulle a voulu commencer son voyage en Lorraine, le 13e qu'il effectue à travers la France. Douaumont, c'est 400 000 morts. Et le temps qui a passé reste sans effet sur un pareil chiffre. De Verdun, ce devait être durant 4 jours la visite à toute la Lorraine. À Bar-le-Duc, à Épinal, comme tout au long de ce voyage, la chaleur de l'accueil fait au chef de l'État la disputer à la chaleur tout court. « 20 fois en 5 jours, le général de Gaulle a pris la parole. 20 fois, il a traité du problème algérien. Et comme à Nancy, il a évoqué les rapports d'association qui comportent la compréhension des communautés à l'intérieur et l'appui de la France. À Metz, avant de serrer les mains tendues, le général de Gaulle avait encore affirmé « L'association est aujourd'hui la solution du bon sens ». Au Cap Canaveral, l'armée de l'air américaine, en lançant au moyen d'une seule fusée 3 satellites d'un coup, a réussi un exploit exceptionnel. L'ensemble pèse 500 tonnes et mesure 24 mètres. Au moment où la vitesse orbitale atteignait 26 000 km, l'explosion a été déclenchée et les 3 lunes artificielles devaient se séparer pour se placer sur une orbite à une altitude d'environ 925 km. Aux dernières nouvelles, 2 d'entre elles sont restées solidaires. Le premier satellite est destiné à mesurer les rayons X du Soleil. Le deuxième satellite est chargé de mesurer les radiations qui entourent le globe terrestre. Le troisième satellite, alimenté par une batterie nucléaire, est destiné à l'étude des télécommunications et naviguera pendant une 50aine d'années. Koweït est aujourd'hui le nom d'un nouveau point névralgique du globe. Au moment où il venait d'accéder à l'indépendance, l'ancien protectorat britannique s'est vu l'objet des visées annexionnistes du général Qassem. De là, cette manifestation de la foule venue proclamer la volonté de l'émirat de demeurer indépendant. De là aussi l'appel de l'émir à l'aide militaire britannique. 4e producteur de pétrole du monde, Koweït n'a pas fini de faire parler de lui. En France, malgré la table ronde, les agriculteurs n'ont pas désarmé. Le Midi a tenu à son tour à expérimenter la technique des barrages, ce qui, le soleil aidant, n'a pas toujours convaincu les automobilistes et autres conducteurs de camions de la correction du procédé. Les manifestants n'en avaient pas moins leurs supporters, et la ronde, désormais traditionnelle des tracteurs, est allée bon train dans la région de Château-Renard, qui est le premier marché européen des primeurs. On a compté près de 5000 tracteurs au pont de Bonias sur la Durance. Face à ces déploiements, il ne restait aux touristes que d'essayer la marche arrière ou la patience et de rêver avec nostalgie à la trêve prônée par les dirigeants des fédérations agricoles. Le mécontentement paysan persiste, la route des vacances demeure coupée. À Flins, les raisons de mécontentement étaient différentes. Les ouvriers ont trouvé porte close. La Régie Renault, pour réagir contre la grève perlée, avait décidé un lock-out qui devait d'ailleurs ne durer qu'une journée. Après quelques hésitations, les ouvriers devaient pourtant finir par adopter la technique paysanne. Faute de tracteurs, ils ont quand même barré la route en s'asseyant dessus. L'époque des vacances, c'est aussi celle qui est choisie pour effectuer les travaux les plus importants de la voirie parisienne. De sorte que le Paris d'été apparaît comme un vaste chantier. Dans ce Paris-là, le tourisme devient une petite aventure qui demande autant de sang-froid que de persévérance. Singulier Paris que celui-ci avec ses trous, ses débris qui brûlent et ses barrières. L'hôtel de Sens, l'un des plus remarquables du Marais, est ainsi devenu pratiquement inaccessible, à moins d'être un gymnaste distingué. Le génie de la Bastille semble trôner sur un chantier de construction. Et les touristes pourront toujours s'étonner de l'acharnement qu'on semble avoir mis à multiplier les pièges sous leurs pas. Oui, un bien curieux Paris. Une
tradition récente veut que la saison parisienne trouve son apothéose à Versailles avec le bal des débutantes. Elles étaient cette année près de 200 jeunes filles du monde, françaises et étrangères, qui, pour leurs 18 ans, ont eu l'honneur de faire la révérence devant la princesse Napoléon. Cascade de robes lumineuses signées des grands noms de la haute couture, éclat des bijoux, sourires, une brillante entrée dans le monde qui eut aussi le mérite de faire apprécier à ces jeunes filles bien nées les plaisirs de la danse. « 35 degrés à l'ombre, c'est une température de vacances. Aussi, la vie à Paris s'est-elle notablement engourdie pour prendre un rythme estival à l'heure du premier rush vers les plages et la montagne. Pendant ce temps, les gares étaient littéralement assiégées. 200 000 Parisiens y sont partis en 3 jours. À l'occasion de ces départs, le train auto-couchette s'est intégré un peu plus à la tradition des vacances. La SNCF a mis en service sur la ligne Paris-Biarritz un nouveau train d'automobile accompagné qui prend en charge les véhicules en même temps que les voyageurs. Une solution originale sans aucun doute qui permet, tout en gardant pour ainsi dire sa voiture sous la main, d'oublier les soucis de la route. Dans le même temps, le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs. Désormais, grâce à ces 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. Reims, record battu. Pas celui du circuit, mais celui de la température. Le thermomètre a failli ne pas résister à la chaleur, les pilotes non plus, et les voitures encore moins. Celles qu'on attendait à l'arrivée, les Ferrari d'usine, se sont rapidement époumonées après un départ tambour battant. Et finalement, c'est tout de même une Ferrari, celle de l'Italien Baghetti, qui anime l'épreuve. Pourtant, Baghetti n'était là que pour faire de la figuration intelligente. En quelques tours de circuit, il devient une vedette. Une vedette qui doit se battre jusqu'au dernier tour avec les 2 Porsche de Bonnier et de l'américain Gurney. Pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est un chassé-croisé incessant entre les 3 voitures à près de 200 à l'heure. Dernier tour, Bonnier est out, plus que 2 bolides pour la première place, une première place qui se joue au sprint comme dans une course cycliste, mais à 270 à l'heure. Baghetti a gagné ses galons de grand pilote. Tournoi d'athlétisme des 6 nations à Paris au stade de Colombes. Il y a là l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la France. Départ du 100 mètres, c'est l'Italien Beruti, le champion olympique du 200 mètres, qui est le grand favori. Il gagne devant le Français Delecourt et l'Allemand Gamper. Michel Maquet, le capitaine de l'équipe de France, Monsieur Muscle, lance le javelot à 77 mètres 93. Il bat le recordman du monde, l'Italien Lievore. Et c'est le 1500 mètres. Bernard veut prendre sa revanche sur le Belge Verheyen, qui est en tête pour le moment. Verheyen s'échappe dans la dernière ligne droite, mais Bernard revient et finalement gagne ce 1500 mètres. Idriss, 2 mètres 4, échoue de peu quelques instants plus tard à 2 mètres 11. Enfin, le 5000 mètres où le Français Boget rencontre l'Allemand Flossbach. Boget est en tête dans le dernier virage, mais Flossbach le remonte et remporte ce 5000 mètres. Finalement, l'Allemagne remporte ce tournoi des 6 nations. Magasins fermés, mais aussi rideaux de fer arrachés. C'est Alger durant la journée de la grève des musulmans contre la partition. Les 28 000 hommes du service d'ordre ont empêché que cette journée soit une journée dramatique, comme ce fut le cas dans certaines autres localités d'Algérie. Pendant ce temps, à Rabat, le leader du FLN, Ferhat Abbas, était l'hôte du roi du Maroc, Hassan II.
visite au terme de laquelle les deux hommes affirmaient que les délimitations territoriales entre le Maroc et l'Algérie les concernaient seuls. En Tunisie, le gouvernement avait choisi ce moment pour relancer l'affaire de l'évacuation de Bizerte. Le Néo-Destour avait mobilisé ses troupes pour manifester dans la ville. À Marseille, l'arrivée des hommes de la 11e division légère d'intervention retirée d'Algérie traduisait sur le plan militaire la volonté de détente de la France. Paris a, si l'on peut dire, depuis longtemps dépassé sa banlieue, et les années qui viennent verront, notamment à l'ouest, grossir démesurément la grande banlieue. Dès à présent, la gare Saint-Lazare qui draine tout l'ouest de Paris a peine chaque matin à suffire. Mais que dire de la station correspondante du métro, par où toute cette foule essaime à travers la capitale. Ainsi s'est affirmée la nécessité d'une grande voie transversale souterraine est-ouest, capable de déverser 50 000 usagers par heure au cœur même de Paris en résorbant l'engorgement de Saint-Lazare. Ce métro express qui roulera un jour à 30 mètres sous Paris doublera le grand axe routier qui passe par les Champs-Élysées. Il aura l'avantage de desservir le rond-point de la Défense où un prodigieux ensemble administratif s'intégrera un jour prochain au Paris de demain. Il faudra attendre 10 ans avant que les maquettes du métro express qu'a admiré le ministre des Travaux publics soient entrées dans la réalité. C'est que le coup de pioche de M. Buron, qui a ouvert les travaux de la traversée souterraine de la Seine, représente quelques 250 milliards d'anciens francs. Le prix de la traversée de Paris à 100 km/h. Cet été, les fruits se trouveront aussi bien sur la table que sur la tête. C'est ce qu'on pourra constater en Allemagne, où l'ananas, la pêche et les bananes ont été promus au rang de diadème pour les soirées très habillées. Il va de soi qu'on ne sera pas en reste d'originalité à l'heure de la plage. Les chapeaux très parisiens de Rigaud donnent le ton dans ce domaine, où la règle semble être de frapper les imaginations. Les coiffures, dans ces conditions, ne se refuseront pas une certaine recherche, certaines complications, comme dans ces modèles de Carita, où le simple serre-tête peut faire place, ici encore, à une grappe de raisin. De la plage de l'Isle-Adam aux plages de l'océan, de la Manche ou de la Méditerranée, un même mot d'ordre donc pour cet été, fantaisie d'abord. La fantaisie, il fallait s'y attendre, c'est à Saint-Tropez qu'elle pouvait le mieux donner toute sa mesure. Côté féminin, la règle admet cette année qu'on soit abondamment vêtu pourvu qu'on laisse apparaître la taille, avec toute la générosité voulue. Côté masculin, on persiste à essayer de lancer la tenue habillée par excellence, le slip ou le short queue de pie, avec nœud papillon de rigueur. Quant aux célébrités du cru, on les retrouve, comme Sacha Distel, à l'Épiplage, où le barman a installé ses tables dans l'eau. Ou bien encore au lieu dit la poêle à frire, où les amateurs de bronzage total passent ainsi des heures à rôtir. C'est à cette dernière occupation que se livre, par exemple, Françoise Fabian. Avec tout cela, on comprendra que Saint-Tropez soit le rendez-vous par excellence des curieux. Constatons que les mauvaises langues ont tort. Il y a aussi des pudeurs farouches à Saint-Tropez. Un Van Gogh de bronze de 3 mètres, veillé par le sculpteur Zadkine, a parcouru Paris comme pour un triomphe antique. C'est un triomphe tardif, si l'on songe que chaque tableau de Van Gogh vaut aujourd'hui des millions et qu'aucun ne trouva d'acheteur de son vivant. Au bout de ce voyage, la petite église d'Auvers-sur-Oise. Là, les admirateurs du peintre maudit viennent aujourd'hui à la recherche de ses derniers souvenirs.
L'hôtel où il vécut les derniers temps d'une vie tourmentée, une minuscule chambre sous les toits, une lampe, un cruchon, un pauvre lit. C'est en ces lieux toujours hantés par son ombre désespérée que les amis d'Auvers ont voulu que soit érigée la statue due à Zapkin, une statue qu'aurait sans doute aimé Van Gogh. L'Héliopolis des Grecs et des Romains, la Bekaa des Arabes, Baalbek, par-delà le pittoresque d'une femme voilée ou d'un âne porteur d'eau, est au Liban une de ces cités bénies des dieux où l'imagination de l'homme contemporain peut embrasser les siècles. Les restes grandioses des temples que Rome a bâtis à Baalbek peuvent alimenter sans fin la méditation. Intimement mêlés aujourd'hui aux souvenirs de la civilisation arabe, les vestiges de l'œuvre romaine comptent parmi les plus impressionnants du monde. La porte du monument du temple de Bacchus, le plus grandiose qu'ait laissé l'Antiquité, l'élan majestueux des colonnes qui ont résisté aux tremblements de terre et aux déprédations des hommes, notamment les 6 colonnes restées intactes du temple de Jupiter, les plus hautes qu'on ait jamais élevées, témoignent de ce que fut l'ambition de Rome, faire de Baalbek le premier sanctuaire d'Orient. De l'Étoile à la Concorde, la foule parisienne a acclamé l'armée française. Rarement, une foule aussi nombreuse ne s'était rassemblée pour assister à la traditionnelle revue militaire du 14 juillet. Hommes, 546 engins blindés et motorisés devaient défiler devant le général de Gaulle qu'entouraient les membres du gouvernement. Et pour la première fois, une place dans le défilé était réservée aux engins téléguidés français, sorte d'obus volants capables de transporter une charge d'explosifs éventuellement atomique. Premier signe visible d'un renouvellement de la force française mise au rythme des moyens modernes. En bon ordre, les unités traditionnelles terminaient le défilé, et les acclamations qui les saluaient avaient un sens, comme elles exprimaient un vœu, celui de l'unité du pays, et celui de la paix recherchée et bientôt, espérons-le, retrouvée. Le nom de Lénine, écrit dans le ciel en lettres faites de chasseurs à réaction, a marqué le début de la grandiose fête aérienne au cours de laquelle le gouvernement soviétique a présenté aux moscovites enthousiastes sa nouvelle flotte aérienne. Les personnalités, parmi lesquelles on reconnaissait M. Khrouchtchev au milieu de ses ministres et les membres du corps diplomatique au grand complet, ont assisté au défilé de plus de 300 appareils, dont une cinquantaine de types encore jamais aperçus par les observateurs occidentaux. Qu'il s'agisse de chasseurs décollant en chandelle pour disparaître presque instantanément dans les nuages, d'avions gros porteurs à turbopropulsion ou à réaction transportant des engins téléguidés de grande dimension, ou de bombardiers légers à tuyères capables de vitesse supersonique, c'est tout un arsenal nouveau qui devait être une révélation. Il est évident, a pu déclarer un expert américain, que l'URSS a modernisé tous ces types d'avions. Il nous faudra 2 ans pour rattraper notre retard. C'est ce qui a conduit le gouvernement de M. Kennedy à réévaluer ses besoins militaires et en particulier à fixer à 700 le nombre des bombardiers B-52 indispensables pour fournir la puissance de bombardement nécessaire au cours des années à venir. Dans la baie du vieux port de Gaète, la flotte italienne a reçu la visite du président de la République, M. Gronchi, venu célébrer le 100e anniversaire de la Marine nationale dont la création fut décrétée en 1861 lors de la prise de la ville, dernier bastion du royaume de Naples. En bon ordre, les belles unités de cette flotte, composée surtout de croiseurs légers et de destroyers, ont salué le passage du bâtiment qui portait le chef de l'État. Tous ces bâtiments aux lignes modernes n'effaceront tout de même pas cette vision d'un autre âge, le navire-école des cadets, un merveilleux voilier où les lignes de gabier le long des vergues
rappelait un temps où la Terre était, aux yeux de la Pérouse et du capitaine Cook, infiniment plus vaste qu'aujourd'hui. Presque dans le même temps, Londres a fait un accueil chaleureux au soviétique Yuri Gagarin, le premier homme du cosmos. Tout le long de la route qui l'amenait de Hammersmith à l'ambassade soviétique, des milliers de Londoniens ont acclamé le voyageur de l'espace qui devait être reçu par le chef du gouvernement, M. Macmillan, et également par la reine Elisabeth. Ces 16 siècles d'histoire qu'on vient de célébrer à Ligugé et que résume en plein Poitou l'abbaye qu'on dit le plus ancien monastère d'Occident. C'est là qu'au IVe siècle vint s'établir en ermite le grand Saint-Martin pour y fonder ensuite la première communauté religieuse. Des fouilles entreprises récemment ont découvert les restes des premiers établissements qui racontent l'histoire de cette abbaye créée au-dessus de l'ermitage du Saint le plus populaire des Gaules, avec les pavages du 7e siècle, avec les fenêtres jumelées du même temps. Sauf quelques entr'actes, l'abbaye de Ligugé est restée jusqu'aujourd'hui fidèle à sa mission. À travers les restaurations comme à travers les avatars de l'histoire, elle a continué à vivre selon la règle que lui avait tracée son fondateur. Aujourd'hui, comme voici 16 siècles, des moines se livrent ici aux travaux et aux recherches qui sont la gloire et la vie de leur ordre. Travaux qui font de chacun tour à tour des aides cuisiniers en corvée de patates et des jardiniers qui savent allier la beauté des parterres au rendement du potager. Qui font aussi des érudits dont l'un, à l'aide d'une bibliothèque qui compte parmi les plus copieuses et les plus variées, élabore la soutenance d'une thèse théologique et dont l'autre approfondit un chapitre de science ou d'histoire. L'étude fait bon ménage avec le travail manuel. Même à ces recherches, certains mêlent techniques et travaux artistiques. L'œuvre des anciens émailleurs a trouvé ici des continuateurs. Et les journées, depuis 1600 ans, se suivent, mêlant les labeurs quotidiens, mêlant tâcherons et savants sous le voile permanent d'une prière. Ici, des moines priaient au IVe siècle de notre ère. À la même place, d'autres moines, en 1961, travaillent et prient. Une leçon d'éternité. Tout le monde attendait l'offensive de Charles de Gaulle dans la grande étape des Pyrénées Super-Bagnères-Pau, mais l'ange de la montagne avait perdu ses ailes. Dans le brouillard, c'est un régional, Marcel Quehay, qui s'échappe et attaque seul le Tourmalet. Marcel Quehay passe détaché le col du Tourmalet. Quehay est toujours en tête dans l'ascension du deuxième grand col de l'étape, l'Aubisque, qu'il franchit devant un autre régional, le 115 Busteau. Derrière Quehay et Busteau, un petit groupe de coureurs dont le Belge Pauwels, numéro 30, mène la chasse. À Pau, victoire du Belge Pauwels. La 21e et dernière étape du Tour de France ramène les rescapés à Paris. Jacques Anquetil, qui veut terminer en beauté, s'est échappé en compagnie de quelques coureurs. À l'arrivée au Parc des Princes, Anquetil lance Casala. Victoire de Casala à l'étape, victoire d'Anquetil, victoire complète des Français qui cette année étaient vraiment les plus forts. Comme chaque année à la Saint-Firmin, la feria de Pamplune donne aux jeunes Espagnols l'occasion d'éprouver leur courage. Clou des réjouissances populaires, on lâche les taureaux dans la rue. Les uns poursuivant les autres, taureaux et jeunes gens arrivent dans l'arène où ils vont s'affronter. Le jeu consiste à éviter les charges des bêtes furieuses. Les cornes sont emboulées, mais le jeu a ses risques. Malheur aux maladroits. Pendant que l'arène se vide, des courageux essaient de détourner les taureaux acharnés sur leurs victimes.
Un seul blessé grave, les autres avaient sans doute la protection de Saint-Firmin. Après 5 semaines d'interruption, les conversations dites d'Évian ont repris. Au château de Lugrin, tout voisin cette fois. On a donc vu reparaître, transporté par hélicoptère, M. Belkacem Krim à la tête de la délégation du FLN et M. Louis Jox chargé de diriger les débats du côté français. Les délégations ont abordé la discussion par la recherche d'une méthode de travail. Mais ce débat de procédure est parsemé d'obstacles. L'Amérique vient de rééditer l'exploit du commandant Shepard. Un second cosmonaute, Virgil Grissom, est entré dans la capsule spatiale d'une nouvelle fusée Redstone pour faire un nouveau bond dans le cosmos. À plus de 8000 km à l'heure, la fusée est montée jusqu'à 190 km pour retomber à 488 km de distance. La caméra a pu saisir l'instant où la capsule s'est détachée de son support pour tomber dans l'atmosphère. Le voyage a duré 16 minutes. Un porte-avions croisait à l'endroit prévu pour l'amérissage et ces hélicoptères ont rapidement découvert la capsule qu'ils devaient récupérer. Par malheur, le relevage a été une première fois manqué et cette erreur a eu comme résultat la perte de la capsule sombrée par 500 mètres de fond et un bain forcé pour Virgil Grissom. On pouvait redouter que l'agitation entreprise par le président Bourguiba au début de juillet produise des incidents. On sait maintenant ce qui en est résulté. En donnant un tour aigu à ses revendications sur la base de Bizerte, occupé selon des conventions régulières par la France, celui qu'on donnait pour un homme politique avisé et prudent est arrivé au drame. On sait ce qu'est Bizerte. Un goulet étroit qui mène de la mer au lac intérieur. Rade magnifique et sûre où pourrait évoluer toute une flotte. Puis une ville établie sur les bords du goulet et qui a donné son nom à l'ensemble. Enfin, la base navale créée par la France. Au centre de la Méditerranée, la position de Bizerte est primordiale puisqu'elle commande le détroit de Sicile. Cette importance a suscité le destin de Bizerte où les installations de la base en noir sur la carte sont dispersées sur les rives du lac. Ces installations, en dehors même de l'amirauté et des points de mouillage des bâtiments, comportent tous les services annexes d'un port. Ateliers, bassins, magasins, casernes, hôpital. Et un aérodrome dont la piste devait être allongée de 2 à 3 mètres. Ce projet, M. Bourguiba le transforma en défi. Il décida de bloquer la base de Bizerte. Des milliers de volontaires civils requis par le Néo-Destour commencèrent à creuser des tranchées et à établir des barrages, interrompant ainsi la libre circulation entre les services de la base répartis autour du lac. Autour de l'aérodrome, on établit un réseau de tranchées et des emplacements pour l'installation de mortiers et de canons. L'épreuve de force déjà se discernait. L'opinion tunisienne, chaque jour chauffée par une propagande incendiaire, suivait le chemin dangereux tracé par son chef. Et l'on en arriva aux manifestations organisées devant l'ambassade de France, où même les femmes, enrégimentées, vinrent prêter un premier concours avant d'être employées, comme on devait le voir plus tard, aux barricades. Venus souvent de provinces éloignées, d'autres volontaires, très jeunes pour le plus grand nombre et parfaitement encadrés, se mirent alors en marche sur Bizerte pour achever le blocus. Il n'était pas question pour les Français de céder sous la menace. Et les positions de combat prises par les unités de l'armée tunisienne et les volontaires armés qu'on lui avait joints confirmaient la volonté tunisienne d'engager par les armes ce que M. Bourguiba nommait déjà la bataille de Bizerte. Un avion français essuyait bientôt le feu des Tunisiens. Mais 4 heures devaient passer et de nouveaux tirs se succédaient avant que l'amiral Amand, chef de la base, décide de répondre.
porte-avions à Romanche croisant au large, les premiers avions étaient alors dépêchés pour dégager les abords de l'aérodrome. Puis, aux approches de l'amirauté, la cimenterie utilisée par les troupes tunisiennes comme base d'action était neutralisée. Il restait à dégager les accès de la base et à assurer la libre circulation dans le goulet barré par les Tunisiens. C'est ce que devaient accomplir les unités de parachutistes. Se terminait par un nettoyage des terrasses où des isolés ou des bandes plus ou moins contrôlées tiraient du haut des immeubles. Le soir, tout était fini. On pouvait dénombrer le matériel de toute provenance pris aux Tunisiens. Puis, l'amiral Hamon faisait replacer les couleurs tunisiennes sur les bâtiments officiels. Au même instant, le Conseil de sécurité écoutait le délégué français, M. Armand Bérard. Aucune puissance ne ressent plus douloureusement que la France les événements aussi regrettables que graves sur lesquels le Conseil porte aujourd'hui son attention et dont la responsabilité n'incombe en aucune manière à mon pays. Le gouvernement français a déjà marqué, dans les communications faites par le chargé d'affaires de France, le 13 et le 15 juillet, qu'une solution au problème de Bizerte ne saurait être recherchée dans une atmosphère de passion, ni sous la menace de manifestations populaires. Si au contraire, la situation redevenait normale, sans menace ni mise en demeure, une réponse serait adressée au message que le président Bourguiba a fait remettre au général de Gaulle le 7 juillet. Puis M. Mongislim donnait la version tunisienne de l'affaire. Elle propose des négociations pour un cessez-le-feu qui, aux yeux du gouvernement tunisien, ne peut être acceptable que si le principe de l'évacuation définitive et immédiate est acquis en même temps. Par conséquent, Monsieur le Président, la note a été rejetée pour des raisons de forme aussi bien que pour des raisons de fond. L'arrêt des hostilités permettrait d'enterrer les cadavres. Le drame avait fait 700 morts. Il permettrait de rétablir l'électricité et l'eau que les parachutistes distribuaient par les moyens du bord. Il permettrait de rendre son visage à Bizerte. Mais M. Bourguiba croyait-il dire si vrai quand, ayant consciemment préparé, lancé et allumé ce conflit, il parlait de cette guerre absurde de Bizerte.